Oh, I'm like you. I have no regrets about Only God Forgives. I think it's a masterpiece, and it is. I just didn't make it very Is there expensive. a doctor in the house? We need to get a medic in here. Is there a doctor around? I just didn't make it. If you think made that's it a very masterpiece, what is Citizen Kane? It's great, but it was an inexpensive movie, so financially. Who gives a shit? And I have just two questions left. When you were mentioning, I have a third. Where is there a medic for this man? When you were mentioning, Did you hear the ambulance pull up? Okay. when you were mentioning 2001, Citizen Kane, you forgot to add Drive. But we'll let that slip. We won't know about Drive for another 30 years. 30 seconds. Whether it lives or dies. I'm talking about films. 2001 was made in 1968. I made this film about 4 years ago, so it's about 4 time. years is a zip. It's not even a blip. It's not a pimple on the asshole of humanity. 4 years. But 2001 was made in 1968 and holds up like gangbusters. It's better than all this other similar crap. And Citizen Kane was made in 1941. We know that. My point And is, it lives. okay. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut l'équipe et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 6. Cette semaine, émission mutinerie, baroud d'honneur et copine de cheval. Tel le capitaine Quig, on se demande ce qu'est notre petite folie, notre petit grain de fantaisie, toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était notre vie. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Lynn Renaud. Il va être plus ou moins question de folie dans les deux films au programme ce soir. Tout d'abord, le dernier film, pour le coup, vraiment le dernier film de William Friedkin, The Kane Mutiny Court Martial, qui est sorti, qui a été bazardé, je dirais même, sur Paramount Plus le 6 octobre dernier. Et ensuite, nous parlerons d'une ressortie en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film de Sex and Zen 2 de Mankei Shin. Et pour parler de ce jeu par moteur de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Nous parlons de sujets d'importance qui ne supportent pas le tourisme, donc de William Friedkin. Alors il est de retour parmi nous, c'est Simon Danielou. Bonsoir Simon. Bonsoir à toutes et tous. Et à la mise en son de cette émission, mais également pour parler, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir et désolé Thibaut, j'ai pas allumé ton micro. On refait un test, voir si on t'entend bien. Salut Thomas, salut à tous. Voilà, c'est bon, autant pour moi, désolé. Voilà, le roi des pains. Voilà, le roi des pains, toujours le roi de la bagarre. Le boulanger, comme on l'appelle. Exactement, qui donc supplée ce soir à l'absence de Lys, que nous retrouverons la semaine prochaine. Et ça va s'entendre, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de verre, docteur. Il m'a jeté un seau de verre en pleine figure. Donc les agendas, pas grand chose. Enfin, dans agenda local, il y a une information principale. Donc demain, au Tambour à 18h, séance exceptionnelle. 18h15. C'est à 18h15 pour un film exceptionnellement long aussi. Donc puisque c'est La Porte du Paradis, Heaven's Gate de Michael Cimino, donc dans sa version longue, la seule qui compte, qui repasse donc demain au Ciné Tambour, que j'avais découvert d'ailleurs au Ciné Tambour il y a 10-12 ans en pellicule avant qu'il ne soit restauré il y a ça en 2015 par là. C'était une projection absolument magnifique et donc là, le voir en plus dans sa copie restaurée qui est absolument merveilleuse. Et sans entracte du coup. Sans entracte, voilà. C'est précaution. Voilà, ça dure 3h30 je crois, ouais. C'est ça. Donc voilà, prévoyez avant, allez manger, allez faire un petit pipi. Il est interdit de sortir de la salle pendant le film, de toute façon c'est impossible car vous serez beaucoup trop captivé par ce qui se passe, de ce qui est un des plus grands films du cinéma américain. Est-ce que l'adage le plus beau film du monde n'est-il pas inventé pour ce film. Inventé pour ce film, exactement. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir revoir ce chef-d'œuvre de Michael Cimino.
Donc c'est à peu près la seule news dans les agendas Si, locaux. moi j'ai vu tourner sur les réseaux que bientôt ça sera à l'Arvor. Il y a un festival consacré à Claude Chabrol autour de Oui. ses films tournés en De ces Bretagne. films tournés en Bretagne, ce sera au mois de novembre normalement. Là. Ouais. Donc la communication, la prog n'est pas encore sortie, mais oui, donc il y aura... Des Il films, y a des que la tables bête qui rondes. meurt, il y a Les fantômes du Chapelier. le fantôme du Chapelier, le cheval La d'orgueil, cérémonie- la inspecteur cérémonie. Lavardin La cérémonie. et la cérémonie. Et donc il y Au aura, cœur du mensonge. et il y aura Au cœur du aussi mensonge, en notamment Bretagne aussi. présenté avec François Cluzet qui sera là parce qu'il donc, il joue dans le cheval d'orgueil. Génial. Mais enfin, Bah, tu sais que c'est le tout premier texte de cinéma que j'ai écrit, c'était sur Chabrol et la Bretagne. C'était un petit texte. Et en plus, j'ai été rémunéré. Donc je me suis dit, ah, c'est super, on va rouler sur l'or. Et après, j'ai plus jamais été rémunéré. Jamais, t'as vu, j'ai jamais été payé. J'ai eu 50 €. J'ai dit, c'est super la Ah, mais recherche, ça paye. tu savais pas que c'était tabou, Chabrol et la Bretagne, on n'a pas le droit d'en parler en fait. C'est Ah bon c'est pour ça qu'on t'a payé, t'étais le seul qui Ah voulait oui, faire c'est ça. dessus. Tout le monde sait que ça brise les carrières. Hein, de toute façon, Voilà. Chabrol plus la Bretagne, c'est une catastrophe. Oui, mais n'empêche que grâce à Claude, il a été payé pour faire de la recherche. Ah ouais, comme quoi. à Donc tout. voilà, oui, on en parlera, mais normalement ce J'étais sera... hameçonné, ce sera en fait. novembre. C'est ça, ils t'ont eu. Voilà, l'erreur classique. Donc voilà, oui, Ça effectivement, sera bientôt. merci Thibaut. Bah, Non, mais j'ai quand même vu grand tourner ça. cinéaste, Chabrol, et en plus des bons. Enfin, Oui. Ceux qu'il a fait Ah en oui. Bretagne, ils sont particulièrement réussis. Oui. quoi. Les fantômes du Chapelier, la cérémonie, C'est super. des- Ouais, Ah, c'est la super Vardin, comme c'est film. Ah, génial. la Ah ouais, cérémonie. c'est que les chefs-d'œuvre. Donc moi, vous J'ai vu savez... que j'ai vu tourner ça aujourd'hui. Merci je pour, me suis dit. merci pour le chocolat. Ça n'a pas été tourné en Bretagne. Suisse. Non, Ça. ouais. Ah, rien à C'est en voir. Suisse. Alors, Ah oui. Notion donc, je bourgeoise de la C'est géographie. lequel, c'est lequel qui est tourné à Dinard avec Jacques Dutronc? Ah oui. Il n'y en a pas un avec Jacques Non, Dutronc c'est dans pas les à années Dinard. 90 qui est tourné à Dinard ou un Il n'a truc pas comme tourné à ça Dinard, mais il a tourné à Dinan par contre. Ouais. Et tu confonds avec Romer. Ah, mais je sais plus, j'ai plus toute ma. Puisque je te dis que j'ai plus ma tête. Mais voilà. Mais bon, de toute façon, c'est l'occasion de reparler de peut-être de faire 3 émissions sur le cinéma de Claude Chabrol. Moi, je suis partant. Toujours partant. La Cinémathèque française veut faire une rétrospective depuis longtemps, mais c'est pas possible parce que les années 70, Avec 80, il y a Genovese il y a qui a tellement bloqué tous de les droits. coprod dans tous les sens. Puis qu'ils surtout, arrivent pas beaucoup de films des années 70 appartiennent à un margoulin de producteurs italiens, donc Genovese, qui bloque les droits, enfin qui en fait se fait payer pour faire les restaurations des films, mais ne les sort pas. Voilà, Voilà. Habile. habile, astucieux. Donc voilà, sinon, agenda national, autre film fleuve qui sort demain, le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, donc qui passe à l'Arvor et au Pâté. Voilà, c'est-à-dire 3h30 de Southern Gothic qui ont l'air quand même assez... D'après la note américaine, un super bouquin, Oui. une fiction documentaire, Mhm. peut-être une fiction très documentée. Ouais. J'ai hâte de voir ce que Ouais, ça donne. moi aussi, je suis très curieux. J'y vais demain soir, hein, si vous voulez tout savoir. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Et nous en reparlerons de toute façon largement, je pense, la semaine prochaine, voire peut-être que de ça, si on a que ça sous la main. Sinon, dans un tout autre genre, il y a le nouveau film des cinéastes préférés de Emmanuel Macron, donc Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Une année difficile, après leur fantasmabuleux film de droite Le sens de la fête, après Samba, après Les jolies colonies de vacances, ou je sais plus comment ça s'appelait, là, alors toi qui avais Omar Sy en colonie, nos plus belles années, je sais Oui. plus. C'est ça je crois, donc voilà, Une année difficile avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan sur les gauchistes qui font des actions, tout ça, le militantisme, mais bon, surtout être de droite. Sinon, il y a le nouveau film de Koichi Fukada, La comédie humaine, qui sort demain, Qui ne sera pas une comédie. probablement Qui est pas. son nouveau, non en fait, qui est Que c'est un ancien un de ses ressorti. premiers c'est C'est films. un ancien C'est un de ressorti. ses premiers, je crois. Ouais, c'est peut-être même son. Donc premier. ressorti. C'était mal indiqué sur le site de Allociné, excusez-moi. Puis Bah, je- il est jamais sorti Oui. en France, mais oui, c'est pour redécouvrir sa Mm. carrière. Et ses débuts étaient plus intéressants que ses films récents. Ils avaient je déjà crois. fait ça avec un film de lui qui était ressorti avec un type qui s'installe. Hospitalité. Ouais, qui était bien, hein, qui était très bien comme. Enfin, moi, que j'avais trouvé. La mise en plutôt- scène, oui, mais le discours, c'était quand même en fait vraiment xénophobe. C'était vraiment le Japon qui veut pas d'étrangers chez Ah, lui. pour Ça moi, faisait c'était plutôt froid dans le dos. C'était plus un truc sur la xénophobie que xénophobe. moi, Oui, mais- mais moi, Enfin, on est- personnellement, j'avais du mal à saisir ce que alors, le film on peut être pensait. un film sur la xénophobie et être pro-xénophobe aussi. Hein. C'est le problème. Enfin, moi, je trouvais que c'était assez ambigu. Même. Sinon, au rayon du coup des vieux schnockers font des films, Wim Wenders se ressort un documentaire Anselme. Il est actuellement au Festival Lumière à Lyon, donc dans le cadre du Festival du cinéma de patrimoine, où il y a une rétrospective un peu de Wim Wenders, mais aussi de Taylor Hackford. Étonnant. Ils avaient vraiment plus que ça à se mettre sous la Ah main. oui, mais deux salles, Officier and deux salles, deux Gentleman. ambiances. Et il y a des Misumi aussi. Il y a Joker's Film qui ressort Mhm. plusieurs Kenji Misumi en coffret. Pour l'instant, Blu-ray. Il y aura peut-être une exploitation sale. À voir. À voir, oui, à surveiller. Après Wim Wenders, c'est le documentaire. Généralement, c'est un mariage qui Oui, est c'est- très intéressant. Oui, parce que les films de fiction depuis 30 ans, c'est quand même pas... Et c'est en 3D à nouveau. Ah oui, encore comme son film sur Pina Bausch, il y a 10 ans déjà. Sinon, il y a le nouveau film de Pierre Creton, Un prince, sur les amours entre cousins.
Il y a pour les jeunes, hein, Les Trolls 3. Donc la suite des Trolls et des Trolls 2, des dessins animés moches en images de synthèse. Et sinon, j'ai juste noté, parce que le titre m'a fait rire, un dessin animé qui s'appelle Linda veut du poulet. Voilà. Qui paraît-il est bien. Moi, Qui j'ai entendu paraît-il est des sympathique, bons mais voilà. retours, moi, de ce film d'animation. Juste pour le titre, hein, déjà, je lui mets la moyenne. Voilà. Je vais pas refaire mon éclat il y a 10 ans sur Il reste du jambon. Mais C'est quoi c'est la suite, en fait. Ouais, C'est la suite en On animé. voit des gens qui ont écouté l'émission de la semaine dernière. Ah bon, il y était celui-là. Ah oui, Désolé, j'ai pas c'est encore vrai, en écouté. plus. Comme quoi, ça marque. Donc voilà, ce sont les films de cette année, de cette semaine. On va passer tout de suite à la section critique de cette émission et on va embarquer dans un navire de fou. En attendant Godard sur Sulab, et donc c'était John Cale avec sa version du morceau Ship of Fools. Et de fou, donc il va en être question à l'occasion de la sortie il y a 2 semaines sur Paramount Plus du dernier film de William Hurricane Friedkin, The Kane Mutiny Court Martial. Friedkin qui n'avait pas réalisé de film depuis Killer Joe en 2011 ou 2012, donc ça fait quand même un sacré paquet de moments. Et donc, il avait réalisé, je crois, un documentaire un peu vaseux sur des histoires d'exorcisme qui apparemment n'est pas forcément le truc le plus intelligent qu'il ait fait dans sa vie. Non, d'après ce que donc, j'ai compris. dernier film de fiction en tout cas, et pour le coup vraiment le dernier, puisqu'il est décédé donc l'été dernier, en même temps, enfin un peu après un des acteurs principaux donc de The Kane Mutiny Court Martial, Lance Reddick, Moi, qui est décédé au mois de mars. J'ai appris ça en regardant le film, je savais pas du tout que qui, donc, Lance le Reddick, film, qui est un acteur que j'adore moi en plus, qui a qui une le super film est donc voix, dédié. Une pure gueule. C'était doublement triste du coup. Avant de rentrer dans la genèse du film, on va dire, ou la fabrication, Simon, déjà grand Friedkinien devant l'éternel, tu voulais un peu réagir Oui, je voulais partir d'une nécrologie dans Télérama, il me semble, où j'allais dire le tâcheron, allez, je le dis, celui en tout cas qui a signé ça, j'ai oublié son nom, et il achève sa nécrologie en évoquant ce film-là qui s'apprêtait à être diffusé et en notant que du coup, avec ce film de procès, Friedkin complétait sa filmographie en accrochant à son tableau de chasse un film de procès, ce qu'il n'avait jamais fait. Alors que le monsieur a donc signé, par exemple, L'Enfer du Devoir, qui est un procès en cours martial à nouveau, un dans le remake milieu de militaire. 12 hommes en colère. Il a fait un remake de 12 hommes en colère pour la télévision, ce qui est quand même Pas rien. Techniquement, c'est pas un film de procès, c'est un film de jury. On peut chipoter si on veut. Il a également réalisé Rampage, Le sang du châtiment, dont la deuxième partie est un film de procès. Et puis on pourrait même remonter à ses débuts dans le documentaire sur la peine de mort, même si c'est pas vraiment de procès, mais c'est lié au monde judiciaire. Si je rappelle ça, ou si je remarque cette énorme boulette, bon, ça peut arriver, mais c'est quand même vraiment se prendre les pieds dans le plat, c'est que ça pose la question de l'intérêt de Friedkin pour la justice. Et ce qui m'a marqué, ou le système judiciaire, ou la procédure même, ou la langue aussi, l'organisation même d'un procès. Ici, c'est un cadre particulier, parce que c'est non seulement un procès... Les rites presque du procès. Le rite, voilà. Et en plus, c'est un procès militaire, donc qui est encore plus cadré, on a l'impression, au-delà des règles liées à la façon dont se passe la parole ou dont on la prend. Il y a aussi le protocole lié au grade militaire, etc., qui s'ajoute dans ce cas précis, puisque tu rappelleras peut-être l'argument. Mais si ça m'a marqué, c'est que je me suis du coup posé la question de l'intérêt de Friedkin pour un cadre si marqué. Et la mise en scène, on en reparlera, elle s'associe à ce cadre. C'est une mise en scène très découpée, très nette. Il n'y a rien qui dépasse, en fait. Tout est le doigt précis, sur la couture efficace, du pantalon, presque. Exactement. Jusqu'à la dernière scène, on en reparlera. Et c'est ça qui est important. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux. J'ai compris que, bah oui, mais Friedkin, il s'est souvent intéressé à ces cadres très marqués, qui peuvent être aussi le cadre de la religion, par exemple, dans L'Exorciste, le cadre policier, etc. Sauf que c'est pour nous montrer qu'en fait, on a beau essayer de tout faire tenir dans les règles, dans les cadres, que, en fait, si on suit les règles, on va découvrir la vérité, on va comprendre le sens de ceci ou cela. Mais en fait, non. Il y a toujours quelque chose qui échappe. Et ce qui échappe, c'est toujours la psyché humaine, le trouble dans la nature humaine, hein, le fait que rien n'est tout blanc ou tout noir. On va voir que le processus dont on va parler à travers ce film, il débouche quand même sur quelque chose, c'est la sorte de déchéance d'un individu qui s'effondre en direct sous nos yeux, mais il n'y a pas de victoire. En fait, c'est pas ça qui est recherché. Et puis en fait, on se rend compte que le procès a une fin assez bouclée, mais évidemment, le film n'est pas fini. On a une autre fin qui nous montre qu'en fait, beaucoup d'autres choses se sont jouées
et que la justice n'existe pas réellement, elle doit plutôt en passer dans le rapport des hommes entre eux. Donc c'était juste une façon d'insister sur cette importance du rapport de Friedkin à un cadre qui a l'air comme cela solide et qui en fait ne mène nulle part, parce que ce qui se joue est beaucoup plus trouble et impalpable et échappe toujours, parce que ce qui l'intéresse c'est que dans L'Exorciste on en passe par toutes les règles. Et peut-être qu'elle est malade, la gamine, peut-être ceci, cela, problème psychologique, puis tout s'effondre au fur et à mesure. Le pouvoir religieux arrive, essaye de régler les choses, mais tout échappe à chaque fois, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment mettre les choses dans des boîtes. Dans Cruising, le type, en fait, à la fin, il est brisé. On sent bien qu'il y a toujours quelque chose qui échappe, quand bien même l'histoire principale a l'air résolue. Friedkin, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette zone toujours grise chez l'individu. Et Sorcerer débute comme ça, ce sont que des personnages qui sont brisés par un cadre qu'ils pensaient maîtriser et qui finalement se retournent contre eux et ils sont contraints de devoir évoluer hors du cadre, justement. Tout à fait. Donc, avant d'en parler du film, donc, The Kane Mutiny Court Martial, c'est basé sur un livre de Herman Wouk qui avait déjà été adapté plusieurs fois, notamment dans les années 50 avec Ouragan sur le Kane, et qui a connu plusieurs adaptations à la télé ou bien au théâtre, qui est un gros pavé, un long livre dont la dernière partie du film surtout se centre sur le procès, on va dire, que la Friedkin met uniquement en scène, comme d'ailleurs dans la plupart des adaptations sur scène. Et donc c'est un scénario qui à la base se passe dans les années 40, je crois, pendant la guerre, et qu'il a la Deuxième Guerre mondiale, oui. Donc la Deuxième Guerre, ouais, et qu'il a donc est transposé dans le cadre d'un conflit contemporain, vraiment contemporain, puisque c'est un événement qui survient le 18 décembre 2022. Le long des côtes iraniennes. Et c'est exactement dans le golfe Persique, où il y a un navire qui est commandé par le capitaine Quigg, interprété par Kiefer Sutherland, qui se retrouve, on va dire, pourchassé par un cyclone. Donc il faut faire des manœuvres pour y échapper. Le commandant en second, en fait, mène une mutinerie pour reprendre le pouvoir et écarter le capitaine que tout le monde, que a priori, il pense fou et inapte à diriger le navire. Et donc, ça va être ce procès-là qui est mis en scène. Le commandant en second qui subit un procès donc, en cour martiale pour savoir s'il a vraiment mené une mutinerie ou non, ou alors si son acte était légitime contre son supérieur, qui est quand même un vieux de la vieille, qui a 21 ans dans la marine, un capitaine et puis un commandant qui est respecté, qui connaît son travail, un professionnel, donc le genre de personnage que adore mettre en scène aussi William Friedkin. Et donc, en se centrant uniquement sur la partie du procès, effectivement, le film dure 1h50, on est pendant à peu près 1h40 uniquement dans la salle du procès, on aura différents témoins qui vont défiler. Les rapports de force, évidemment, entre l'avocat, on va dire, qui est joué par Jason Clarke, et puis l'équivalent de la procureure, avec le juge au milieu, qui sera donc joué par Lance Reddick. Et évidemment, c'est à la fois les rapports de pouvoir entre ces différents personnages-là, les rapports hiérarchiques militaires qui sont mis en relief dans les différentes relations, et quel rapport à la hiérarchie on peut avoir, et jusqu'à quel point on peut le pousser justement pour essayer de faire révéler les failles humaines à quelqu'un qui est un pur professionnel et un pur produit finalement de l'armée américaine et de la Navy notamment, qui a encore un corps d'armes particulier dans l'armée américaine. Donc dernier film de Friedkin qu'il a tourné entre janvier et février du début d'année. Le film était fini en juin, il était à Venise en septembre, et Friedkin est mort donc au mois de juillet. Et comme Paramount savait déjà que Friedkin était un peu vieux et malade, comme souvent dans ces cas-là, il demande à un réalisateur d'assurance, entre guillemets, d'être avec lui sur le tournage. En l'occurrence, c'était Guillermo del Toro, qui était là avec lui sur le film. Qui remercie à la fin. Exactement, comme pendant le tournage de Convoi exceptionnel de Bertrand Blier, c'était Yann Kounen, son réal d'assurance, au cas où jamais il avait un petit pépin de santé. Donc là, c'était pareil pour Friedkin, qui pourtant assurait tout le tournage et le montage du film. Et c'est Guillermo del Toro qui raconte qu'il était juste content d'être là et de voir bosser Friedkin, parce qu'il était avec lui donc en permanence. Et effectivement, comme le disait Simon, ça revient sur comme beaucoup, on va dire, des figures ou des tropes, ou en tout cas des obsessions thématiques du cinéma de Friedkin. La zone grise en chacun, et jusqu'à quel point une institution est fiable quand il s'agit de juger des hommes. Thibaut, je sais que tu as plus de réserves sur le film, qui est pourtant un pur film de William Friedkin. Oui. Avec une facture visuelle. Est-ce que j'ai des réserves sur le film ? J'en ai peut-être par rapport à sa longueur, parce que
je considère que le film est peut-être un poil trop long. C'est juste à ce niveau-là en fait. Et je trouve que, mais ça, bon voilà, c'est lié au matériel de tournage. Je trouve que l'image est vraiment très très propre en fait. Et voir une image aussi propre dans un film de Friedkin, il y a un truc qui me trouble. Voilà. Mais peut-être est-ce la démarche de Friedkin, vu qu'il lui ne filme que des personnages troubles. Donc voilà, toi en tant que spectateur, tu te retrouves troublé par autant de propreté. Et cette propreté en fait est corroborée par la mise en scène de Friedkin, comme tu le disais Simon, une mise en scène ultra carrée. Et même si je considère le film un poil trop long, il y a suffisamment de multiplication d'angles de caméra et de mouvements panoramiques pour que le rythme, en fait, un espèce de faux rythme, puisse s'installer pour qu'on puisse suivre un petit peu la trajectoire, notamment du personnage joué par Kiefer Sutherland, parce que finalement c'est lui le héros, c'est pas le capitaine, en tout cas, le commandant en second. Le personnage principal, parce que héros. Oui, voilà, le personnage principal. Donc voilà, il y a une mise en scène qui est ultra serrée, ultra précise, du coup, dans ses choix d'angle de caméra, et du coup ultra dynamique par rapport à la longueur du film. Et cet espace de liberté, c'est vrai qu'on restera toujours dans cet espace dans cette salle de procès. Il y a peut-être 2 scènes de couloir et la scène finale dans l'hôtel où je sais pas si on y reviendra, mais voilà. Et du coup, comment on va faire en fait pour libérer un petit peu les personnages et alors c'était soit noir ou soit blanc, hein, parce qu'il y a un accusé, un accusateur en gros. Et comment on va faire un petit peu pour arriver dans cette zone grise? Et ben en fait ça va être simplement par le verbe, et c'est tout le pouvoir de la parole. On a beaucoup et ça je trouve que c'est assez surprenant de la part de Friedkin, parce que Friedkin est un immense formaliste. Et ici, je trouve qu'il s'est un petit peu mis en retrait. Il a mis en retrait un petit peu sa mise en scène qui est ultra maîtrisée, pour laisser vraiment ses acteurs déclamer en fait leur texte. Et c'est avec ce texte-là qu'on va arriver un petit peu à cette zone d'ombre, et notamment à cette scène où en fait on spoil un tout petit peu, ou à cette scène où en gros t'as Kiefer Sutherland qui devient un petit peu qui commence un petit peu à péter les plombs, qui craque en fait. Et ça c'est intéressant, et c'est là où je me rends compte que le personnage de Quig, donc Kiefer Sutherland, est le personnage principal et donc le héros de Friedkin, parce que Friedkin en fait, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la folie humaine, et comment en fait une personne, comme tu le disais Simon, qui est ultra cadrée, va commencer à littéralement à déborder et à péter les plombs. C'est Popeye dans French Connection, c'est Megan dans L'Exorciste par exemple. C'est bien entendu tout le sujet de Sorcerer. Et en fait ce film-là, qui pourrait être finalement un film somme toute mineur dans la filmo absolument géante de Friedkin, parce qu'il a quand même réalisé quelques chefs-d'œuvre. Notamment, moi je mets sur un piédestal L'Exorciste et The Sorcerer. Et Sorcerer quand même. Hein, et Police fédérale, c'est joli. Oui, t'as Police fédérale sur la folie aussi. Mais en fait, il s'insère totalement dans une filmographie de Friedkin qui se tient de bout en bout. Et comme tu l'as dit, Simon, son premier film fait pour la télé, c'était sur The People versus... comment il s'appelle Crump ou quelque chose comme ça. Crump, un truc comme ça. Et en fait, il commence par un film de procès, il termine par un film de procès, et je trouve que c'est absolument magnifique, et ça rend un film qui commence par la télé, qui termine par la télé. Je trouve qu'en fait, Friedkin pouvait partir en fait après ce film-là, parce qu'il avait bouclé la boucle. Il faut pas oublier aussi que quand même entre-temps, il a mis en scène des opéras où la scénographie est excessivement importante, et je pense que ça a un lien justement. Donc le film en soi-même est hyper passionnant, et puis c'est sec. Il n'y a pas de musique. Alors Friedkin adore la musique en plus. Il met souvent des musiques qui sont très qui collent parfaitement avec son image. Et ici, en fait, la musique est ultra discrète, voire il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas, il y a juste l'angénérique de fin, une chanson. Donc ça reste assez surprenant, mais bon, voilà, venant d'un réal dont la sécheresse a été l'un des leitmotifs formels, ici en fait rien de surprenant. Donc voilà, ça reste quand même un film qu'il faut intégrer dans la filmo de ce géant. Simon. Oui, parce qu'il me semble effectivement la sécheresse, on la retrouve dans ce film. Ce qu'on ne retrouve pas, mais c'est à cause du projet, et c'est là où il y avait une part de l'invention de Friedkin dans son cinéma, c'est ses idées de montage. Il a des idées de choc entre les plans,
c'est Eisenstein, quoi, mais il le dit, hein, c'est pas forcément le bon exemple, je veux dire, c'est le cinéma russe, quoi, ou soviétique, c'est le cinéma du choc. À la Peckinpah, justement, il y avait des choses de montage pareilles, similaires. C'est aussi des ellipses, des choix vraiment, vraiment surprenants. Et ici, effectivement, c'est pas possible, on est quasiment en unité de lieu et de temps, ça n'aurait pas d'intérêt d'aller sortir, de nous montrer ce qui s'est passé sur le bateau, surtout pas, on perdrait tout le sel de... Il n'y a pas de flashback, Surtout qu'il avait déjà fait finalement dans l'affaire du devoir, avec l'intro de l'enfer du devoir. Donc, exactement, il avait déjà opté pour ce choix, donc il n'allait pas refaire la même chose. Donc effectivement, il doit se contenter de ce verbe, et qui lui aussi très cadré, protocolaire, les ordres, et puis la langue judiciaire aussi. La forme, elle en passe par des focales souvent... en tout cas, une assez grande profondeur de champ. Le côté, tu évoquais la scénographie, il y a aussi le côté scénographique, parce qu'on repère bien sûr la place de chacun dans l'espace, et puis cette sorte d'estrade où sont les témoins, où se présentent les témoins. Mais effectivement, la dernière séquence, elle n'est pas de la même façon. Là, on bascule dans une longue focale, on est par-dessus l'épaule des personnes qui sont réunies, c'est pour le lancement d'un ouvrage que l'un des officiers a pu éditer, et en fait, on va se rendre compte que c'est un peu lui le fautif dans l'affaire, et l'un des avocats, l'avocat qui a essayé de détruire la réputation du personnage joué par Kiefer Sutherland s'en veut, parce qu'il a joué son rôle, il a fait son boulot jusqu'au bout. En face, il avait quelqu'un qui s'est effondré, et c'est ça qui intéresse Friedkin, c'est la façon dont il n'est pas mis en défaut par les autres, il s'effondre tout seul en fait, parce qu'il ne peut pas s'arrêter de parler, et plus il en dit, plus il se décompose, et on voit le visage en contre-champ de ceux qui le regardent, et qui sont... C'est pathétique en fait, ils sont attristés pour lui. Il n'y a pas de gloire à l'avoir détruit, parce que ça avait l'air d'être un type pas très sympathique, borné, sûrement qui souffrait d'une ultra autoritaire parce qu'il avait un complexe d'infériorité, etc. Et à la fin, donc dans cette séquence de fin que je révèle pas totalement, mais voilà, qui dénoue en fait le vrai cœur du film pour Friedkin. Là, on est dans une mise en scène qui est plus flottante. On est dans le trouble de la prise sur le vif, on ne sait pas ce qui va se passer, et cet avocat qui crève l'abcès, il est comme ça pris dans une foule dont il se détache par sa force personnelle de morale, en fait. Évidemment, c'est ça qui compte, c'est que son éthique, elle dépasse son rapport à la profession. Il a mené son boulot jusqu'au bout, mais il savait qu'il y avait autre chose de souterrain au-delà du procès en lui-même. Et c'est intéressant de voir le contraste, je trouve, entre 1h40 dans cette salle de procès, ce côté assez sec, géométrique, tu l'as dit, froid même, et très cadré dans tous les sens du terme, et puis cette séquence de fin qui bascule. Et je l'attendais sans l'attendre, enfin j'avais pas réalisé en fait, mais en la voyant, je dis ah bon sang, le sujet est là en fait. C'est pour ça qu'il a fait ce film. Il voulait nous, comme si il nous tirait le tapis sous les pieds soudainement en fait. On se fait cueillir par cette fin, à mon avis. Erwan. Ouais, alors juste très rapidement, hein, pour moi, c'est vrai que moi j'ai bien aimé le film. Je trouvais que le film passait plutôt bien. Surtout, j'ai beaucoup apprécié de revoir Kiefer Sutherland, que j'avais pas vu depuis un petit moment, dans un rôle un peu marquant, et que j'étais très content de revoir. Surtout que la veille, j'avais présenté Twin Peaks Fire Walk With Me, où il est tout jeune, donc c'est toujours très étrange. C'est ce que j'appelle l'effet 3e saison de Twin Peaks, où tu vois les gens, puis ils prennent 25 ans dans la vue, et puis c'est à la fois les mêmes et pas les mêmes, et c'est toujours un peu étrange. Mais passer cette anecdote, moi, ce qui m'a... Je dois avouer que c'est assez marrant, parce qu'après avoir parlé du procès Goldman, qui lui aussi est assez sec, mais dans un autre genre encore, et où surtout dans le procès Goldman, il n'y a pas quelque part le doute est vite éventé, c'est-à-dire que l'idée de l'innocence de Goldman on a vite envie de prendre parti pour lui. Alors que là, moi, c'est ce que j'aime bien, et c'est ce qui, à mon avis, fait que le film rejoint d'une certaine manière quand même, moi je trouve, le cinéma de Lumet, et notamment 12 hommes en colère, c'est justement sur cette espèce de principe d'incertitude que moi j'aime beaucoup justement dans les bons films de procès américains, et qui pour moi est un principe d'incertitude par rapport à la vérité, qui va bien au-delà de la question du procès, mais qui en fait parle du procédé cinématographique. Et je trouve que comme film, on va dire final, comme testament cinématographique, je trouve surtout que c'est un film qui, certes, est peut-être pas stylistiquement proche de ce qu'il a pu faire par ailleurs, avant. Par contre, je trouve que c'est un film qui est assez intelligent sur la question du point de vue et la question du hors-champ.
C'est-à-dire cette idée que on va avoir deux points de vue qui s'affrontent et que moi pendant toute moi sachant que je connais pas moi j'ai pas vu Ouragan sur le Caine, donc je connais pas trop l'histoire. Moi je sais pas qui a raison, qui a tort, etc. Enfin cette question-là, j'ai vraiment abordé le film vraiment voilà, en me disant d'abord dans un premier temps j'avais envie de pas croire Kiefer Sutherland, puis quand il revient une deuxième fois et qu'il s'effondre, à la fois je me dis ah ouais d'accord, t'as quand même quelques problèmes psychologiques, et en même temps effectivement c'est pathétique, et ma manière de voir le personnage change, et je trouve qu'il y a une espèce d'acharnement, enfin voilà, et donc il arrête pas de jouer justement sur à la fois les points de vue qui s'affrontent, et ton point de vue toi de spectateur où il y a des transferts d'empathie en fait en fonction de l'évolution, comme j'imagine il y a dans un vrai procès où en fait tu gères avec du matériau humain, et c'est pour ça que je pense que c'est toujours dit, ça doit être difficile d'être jury, parce que tu dois être vraiment partagé entre des appréciations personnelles sur des êtres humains qui peuvent varier d'une minute à l'autre en fonction de la manière dont les gens se comportent. Et je trouve que là, tout le monde est très humain. En fait, même la procureure, qui a l'air un peu droite dans ses bottes. Bon, faut dire aussi que ça joue comme des brutes, quand même, on l'a pas dit, mais en termes de casting, globalement, c'est quand même pas mal. C'est un peu super bien. Et puis surtout, voilà, moi, il y a cette dernière scène que moi j'ai trouvée, où je me suis dit, t'es vraiment un petit malin, mon William, décidément, avec cette capacité en 5 minutes à mettre sur la table justement la réversibilité du hors-champ. C'est-à-dire, toi, tu as cru qu'on te racontait une histoire, tu as cru à la fin du film que tu avais toutes les composantes pour juger les personnages à l'intérieur de ton histoire, et là, tout d'un coup, on ouvre une porte, et tu te rends compte qu'en fait, tout ce qu'on t'a montré, c'est une illusion. Et donc, ça te renvoie évidemment à ton statut de spectateur, qui est que tout ce qu'on t'a montré, par principe, au cinéma, c'est une illusion. Que toute forme de fiction est une illusion, et que toute forme de fiction est une question de point de vue. Et donc, je trouve que sans en faire quelque chose de sentencieux ou de théorique ou de quelque chose comme ça, c'est une démonstration pratique, et justement, pour moi, il y a même presque une leçon de cinéma de ce point de vue-là, c'est-à-dire que jeunes cinéastes et apprentis cinéastes, apprenez déjà à tourner dans une pièce carrée, apprenez à maîtriser la scénographie d'un décor et des personnages à l'intérieur d'un décor avant de commencer à vouloir faire des explosions et des cascades, quoi. Parce que je trouve que c'est là, de ce point de vue-là, c'est un modèle de sobriété cinématographique. Ça a l'air télévisuel, ça a l'air théâtral, et en fait ça fait que parler de cinéma. Et moi, c'est là aussi, je trouve, c'est dans cette fausse discrétion, dans cette fausse modestie, parce que chez Friedkin, pour moi, ça relève toujours de la fausse modestie. Oui, parce que c'est pas vraiment le cinéaste le plus modeste de la Terre. Et c'est dans cette fausse modestie, il y a quand même, je trouve, une très belle leçon de cinéma. Et je pense que c'est un film qui pourrait être un très très bon support, je pense, pour parler de mise en scène, pour parler de point de vue, pour parler de hors-champ, de direction d'acteur. Enfin voilà, c'est à la fois un film classique, mais c'est un film qui est classique dans sa forme et quelque part sur son fond. Mais je trouve que c'est aussi un film qui est vraiment un film réflexif, quoi, sur le simple fait de faire du cinéma, quoi. Il y a de la fausse modestie, mais surtout chez Friedkin, comme souvent, et notamment dans la scène finale, je pense que ce qu'il exècre le plus, c'est l'hypocrisie, c'est complètement ça, et le cynisme. Et l'autosatisfaction. Le tout dernier plan du film, qui pour le coup est genre du pur Friedkin, une vraie pirouette, où ça finit, où tu te dis, eh ben voilà, il est trop fort. C'est intéressant ce rapport à l'empathie, parce que au début, tu te dis, allez, on te présente Kiefer Sutherland, tu fais, allez, c'est bon, le personnage autoritaire, le commandant, il a fait ça, un salaud et compagnie. Mais en fait, il évolue, il craque, il y a des failles, il y a des fêlures qui se mettent en place petit à petit. Le personnage du commandant en second... Il y a des fêlures, mais c'est pas pour te dire qu'en fait, il était un peu sympathique. Non, il est vraiment antipathique, mais c'est juste que tu partages quelque chose. Mais il y a des trucs. Oui, puis antipathique, comme un être humain peut être antipathique, voilà. C'est ça le truc, c'est qu'il est humain. Et tu dis, l'empathie, au final, elle va aller chez ce commandant second qui a bien fait finalement, parce qu'il a sauvé le navire et puis l'équipage qui va avec. Mais au final, moi, plus le film avançait, plus ce jeune commandant, en fait, il commençait à me sortir par les trous de nez. Là, le casting, on est sur des pires têtes de linotte blanches américaines. Le fils, c'est de Bill Pullman qui joue dedans. Voilà, on est dans l'archétype du WASP, et en fait, petit à petit... Sauf Lance Reddick qui est bien embêté pendant tout le film. Et tout le film, en fait, l'empathie, elle décroît jusqu'à cette scène finale où tu te dis, voilà, vous êtes bien l'empathie, elle est variable, en fait. Elle se déplace. Elle se déplace, en fait. Ça, c'est fascinant. Et moi, je trouve que le deuxième interrogatoire, quand tu te rends compte, en fait, que ce à quoi tu assistes, c'est pas un procès, mais c'est un processus de destruction. Un pugilat. C'est un processus de destruction d'un homme. Quand bien même,
c'est un salaud quand bien même il a des problèmes psychologiques, quand bien même c'est un mec antipathique. Est-ce qu'il mérite? Exactement. C'est ça. Est-ce qu'il mérite d'être détruit et d'être ravalé au rang de moins que rien? C'est la question de la rigueur morale et puis de la justice. Et voilà, et c'est super intéressant, je trouve. Simon. Et rapidement, d'ailleurs, la violence ou l'inhumanité de la machine en marche, et judiciaire et militaire, elle est soulignée très tôt. En fait, il y a un indice avec le 2 ou 3e témoin, ce jeune homme qui comprend rien à ce qu'on lui demande parce que il comprend pas les termes. Oui, c'est trop cadré en fait. Il comprend pas quand il doit prendre la parole. Il saisit pas en fait ce protocole. Il est très sincère, hein, mais il passe complètement à côté. Et en fait, c'est déjà un indice. Ça fait rire d'abord, mais en fait, on se rend compte, ah oui, c'est un indice que ça montre qu'il y a quelque chose il y a des trucs d'humain drôles, qui est perdu. Là. Il y a des choses drôles, là, les histoires, justement, les bisbilles parce que c'est l'histoire des framboises. Ouais, c'est à la limite de l'histoire, c'est à la limite du crépage de chignon, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ils sont en train de, en fait, les mecs s'emmerdent sur leur bateau. Donc en fait, ils passent leur temps à se crêper le chignon pour des conneries, pour des histoires de bouffe. Et du coup, enfin voilà, c'est vraiment presque du pétassage. Sauf quoi, en que fait. C'est assez la hiérarchie militaire ne rigole pas avec ça. Dans ce monde hyper masculin, où ça rigole pas justement avec ça. Et ça, je trouve que ça aussi, il y a quelque chose d'assez ridicule finalement et d'assez pathétique. Et en même temps, je trouve que ça fait bien ressortir ce rapport à la droiture. Et moi, par exemple, il y a un truc que j'ai regardé pendant tout le film, c'est les tableaux qui sont accrochés au mur. Et les tableaux qui sont accrochés au mur n'arrêtent pas de représenter des choses glorieuses. Et moi, tu sens toute la pression justement de ce que c'est que d'être dans la marine, c'est-à-dire que tu es confronté à la fois à une espèce de droiture morale perpétuelle et qui est complètement inhumaine en fait finalement, et en même temps on te demande d'être capable de réagir au quart de seconde parce que tu es le seul maître à bord et que tu seras responsable s'il y a des gens qui meurent. Et donc il y a une espèce de contradiction dans les termes en fait entre la perpétuelle droiture qu'on exige de toi et la spontanéité soudaine qu'on exige de toi dans le même moment, qui fait que pour un être humain c'est totalement ingérable et que quelque part le capitaine Quigg, malgré ses défauts, il n'est que le résultat finalement d'une espèce de double injonction paradoxale en fait entre des choses qui sont propres à la chose militaire et notamment à la marine, quoi. Voilà. En tout cas moi j'ai vraiment eu ce sentiment là un petit peu dans le film, qu'il y avait des choses, et je trouve que la rigueur du cadre a à voir avec la rigueur des uniformes, la rigueur des militaires, la rigueur du cadre judiciaire, enfin toute cette rigueur là moi je l'ai trouvé hyper pesante moi dans le film, ce truc. Je me suis dit il y a un climat lourd. Je me suis dit mais heureusement je suis pas dans la marine, quoi, parce que je suis pas fait pour ça. Déjà t'aurais les cheveux courts, hein. Déjà j'aurais les cheveux courts et je suis pas fait pour ça. Moi je coulerais les bateaux, moi je sais déjà. Donc voilà, c'est le dernier film de William Friedkin, The Ken Mancini Court Martial, disponible sur Paramount Plus et ailleurs. Donc depuis 2 semaines qu'évidemment nous vous recommandons chaudement, et ça peut nous donner qu'une envie, revoir les films de William Friedkin. Moi j'ai par exemple envie de me refaire là prochainement L'Enfer du Devoir, parce que c'est quand même vachement bien L'Enfer du Devoir. Oui. On est d'accord. Donc voilà, on va s'arrêter là et on va passer à toute autre chose, mais alors toute autre chose, dans un autre univers. On parlait de rigueur, là on va parler de rigueur aussi, mais d'une autre rigueur. On va parler de délier. Mais avant ça, puisqu'on fait l'amour ensemble. Ferme la lumière, nous serons mieux. C'est dans En attendant Godard sur Skylab, et donc c'était Châtelaine avec Puisqu'on fait l'amour ensemble. Une belle chanson donc des années 80 elle avait aussi chanté Corps à corps avec toi le jour. Magnifique reprise de Tanza Mita Middir, tube allemand des années 60. Oui, bon, bref. Donc, passons. Puisqu'on fait l'amour ensemble, c'est un peu un des sujets de Sex and Zen 2 de Mankind Shin, film hongkongais de 1996 qui vient de ressortir donc chez Spectrum Film en DVD et Blu-ray. Suite thématique plus que donc au Sex and Zen de Michael Mack, sorti en 1991. Oui, dans un autre style. Et donc, film de catégorie 3, on va dire Polisson, qui met en scène certaines DVD du genre, donc Elvis Choi et puis Shuki notamment, à l'époque où elle en tournait un sacré paquet. Et donc film, comment dire, à l'argument narratif
relativement Léger. léger. Enfin, lourd plutôt en fait. Oui, enfin à bien la fois lourdingue. entre la fragilité et puis la lourdeur. Donc sur un jeune homme qui se fait greffer une genre de sexe mécanique gigantesque qui après vit des aventures et des turpitudes Du pieu sexuelles. à tout piqué, en fait. Du cul partout. Et Et du pieu, il a piqué, ça, en fait. oui, c'est ça pour Incroyable mais vrai, mais en nul. Exactement. Mais en nul. Puis au milieu, Il n'y a pas que ça. Hein. non, il n'y a pas que ça. Il y a plein de aura trucs, en aussi- fait, hein. Il y Il y a aura une aussi des enquête. scènes de Voilà, il y a bagarre. une enquête policière, une il y a- enquête relativement molle, de plein d'aternoiements narratifs pour faire durer le film 1h20 et rajouter le maximum de blagues griveleuses et de propos quand même assez intolérables à beaucoup de moments quand même, parce qu'au bout d'une minute, t'as une genre de apologie du viol, tu dis wow putain, ça commence très très mal Alors, cette affaire. Donc, précisons bien à nos auditrices, notamment féministes, hein, que le film ne passe pas du tout le test de Bechdel. Ah bah ne Mais passe pas- mais aucun genre, test il de doit être morale. il doit être à 0. Il doit être à 0, 0,1 éventuellement sur le test de Bechdel. Ça passe pas du tout. Hein, c'est un film fait par des mecs pour des mecs avec plein de filles toutes nues. Bah, donc, on avait parlé de Ebola syndrome l'année dernière, donc que les catégories 3, pas dans son version violent, crapoteux et puis un peu morveux, là vraiment on va dire dans le côté vraiment exploitation de cul, histoire improbable, surjeu en folie, tout le monde en fait les caisses, Ah ouais, même le tout- chef-op. Tout le monde. Oui, c'est surtout ça qui me reste en tête. Moi, j'ai vu ça il y a longtemps. Et Ah bah c'est le royaume du c'est- débulage. Hein. Formellement, c'est vraiment atroce. Et c'est pas que c'est atroce, c'est que ça ressemble à c'est produit par Wong Jing et ça ressemble à du Wong Jing. Alors, c'est que des cadres penchés, Mm. des visages en très gros plan courte focale, et puis quelque chose toujours un peu vaporeux. Ah oui, Parce que comme c'est il n'y a ça, pas de ouais. décor, il faut que tout. Il y a un des voile, draps, il y a des draps, des voiles. voilures. Souvent, de la ils ont tendance fumée. à surexposer de l'extérieur pour que ça brûle en Alors, fait au niveau des fenêtres, des ouvertures. Comme ça, on voit pas qu'en fait c'est pas tourné au je sais pas 16e siècle ou 17e siècle. Je sais pas quand est-ce que c'est censé se Mais passer. la photo serait, à mon avis, passable si effectivement il n'y avait pas cette espèce de montage épileptique. Qui C'est fait David que- Hamilton sous coke quoi. Tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai que du coup, alors c'est marrant parce que sur le plan érotique, du coup, alors je sais pas, c'est peut-être un truc très chinois, hein, mais alors du coup, c'est assez insatisfaisant parce qu'en fait, t'as le temps de rien voir. Alors tu vois de temps en temps un téton ou un bout de fesse, mais comme ça remue dans tous les sens. Alors déjà, comme ça remue dans tous les sens déjà pendant les scènes de cul, parce que c'est des scènes de cul qui sont surjouées. Faut bien voir qu'on n'est pas dans le, on n'est pas dans le Cabotin de la voilà, fesse. voilà, c'est ça, c'est vraiment des cabotins de la fesse, quoi, tous. Hein. Alors donc les filles exultent, je veux dire, au moindre contact. Les mecs ânent tant qu'ils peuvent. Ça fait des positions de Kamasutra avec des statues de scorpions et des machins, tu en voilà quoi. Et c'est vrai que du coup, alors non seulement ça bouge beaucoup, voilà, il y a beaucoup de chair qui bouge à l'intérieur du cadre, mais c'est filmé en très gros plan, donc du coup tu sais pas très bien qui fait quoi et ce que tu regardes. La topographie des lieux n'est pas Voilà. très maîtrisée. Et en plus c'est débulé et ça cut toutes les 5 secondes. Donc c'est vrai que c'est en termes de c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'en termes d'érotisme, alors mais c'est vrai que d'érotisme à l'occidental, on va dire, où on aura plutôt tendance à vouloir montrer les choses, là on est plutôt dans une espèce de montré caché assez bizarre. C'est pas Emmanuel. Non, c'est pas Emmanuel. Et puis ça a vraiment ce côté comédie paillarde, quoi. Enfin, moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça essaye pas vraiment, en fait, d'être excitant, quoi. C'est-à-dire, quand il y a des filles toutes nues, ben, c'est gratuit. Bon, après, faut pas non plus. Mais les comédies hongkongaises ont souvent cette tendance. Oui, le côté ça a toujours été graveleux. paillard. Et bon, après, moi, je vais pas me plaindre. Il y a Choussi qui montre son agréable plastique à plusieurs reprises dans le film, et elle est tout à fait charmante. Hein. Donc, on va pas non plus se plaindre, on va pas non plus jouer les rabat-joie. Mais c'est vrai que bon, voilà, je la préfère effectivement dans Millennium Mambo, où là, elle a effectivement une vraie dimension érotique, sans même montrer justement son corps. Comme quoi l'érotisme c'est pas une question d'obscène en fait, c'est une chose qui a à voir avec autre chose que ça. Mais le truc c'est vraiment ce côté comédie paillarde, main au cul, avec effectivement des scènes de sexe qui sont toujours plus ou moins des scènes de viol, ce qui fait que c'est assez bizarre, c'est assez moralement discutable, voire même très moralement discutable. Après je peux pas dire qu'il y a pas des moments où j'ai pas ri quoi. C'est ça qui est triste, c'est un peu comme regarder, je dirais pas que c'est un peu comme regarder du Max Pécasse, mais attention, on dit pas le mal de Max Pécasse. C'est plus comme regarder du Philippe Clair en fait, plutôt que du Max Pécasse. C'est-à-dire que je peux pas dire qu'il n'y a pas. Par exemple, il y a un moment, le père, il y a un père de famille, donc il a un fils un peu diminué, on va dire mentalement, et puis une fille.
qui va être un peu l'héroïne en fait du film. Donc à un moment il arrive dans la campagne, il fait une espèce de saut de saut périlleux, il atterrit en mode kung-fu, et là il y a sa fille qui lui dit non mais là tu marches sur mon frère en fait, et il y a un plan où on voit le frère en train de baver avec la chaussure du père sur la gueule. Voilà, moi je suis désolé, mais moi ça m'a fait rire, moi personnellement. C'est pas fin, je reconnais, hein, c'est pas beau, hein, c'est pas, je devrais avoir honte hein, normalement, mais je dois avouer que ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Et il y a quand même 2-3 trucs. Et puis c'est tellement, en fait, c'est tellement débile que moi j'ai pas pris ça une seule seconde au sérieux, quoi. Enfin, alors docteur, vous apprendrez peut-être que sur la jaquette donc du Blu-ray de Spectrum, c'est dit que Sex and Zen 2 est un clin d'œil malicieux au film de Choi Ark, The Lovers. Non, effectivement. non. Qui est un des plus beaux films de Choi Ark. Non, là je suis désolé, permettez-moi de m'inscrire en faux. C'est pas parce qu'il y a une fille travestie qui part faire des soi-disant études. Si, il y a un concours de masturbation entre mecs qui est très qui est drôle aussi, qui est drôle. Il faut le concours de celui qui éjacule le plus loin. Ça te rappelle le pays? Non, pas du tout, mais ça m'a fait rire. Et je dois avouer que si ça avait été un peu mieux torché d'un point de vue visuel, la scène finale où donc on a une scène d'amour lesbien, mais avec Choucy qui est à la fois un homme et une femme, donc voilà, avec une espèce de confusion des genres que je trouvais pas un truc inintéressant, et avec une idée que moi je trouve super bien, mais qui malheureusement n'est pas super exploitée, qui est l'idée que le premier qui jouit meurt. Et que donc il ne faut pas avoir d'orgasme parce que le premier qui jouit, il y a une histoire de poison, et le premier qui jouit va mourir. Et ça, je trouve, il y a des trucs quand même qui auraient pu être utilisés, quoi. Ça fait penser, c'est typique des films hongkongais qui transfèrent tous les enjeux du cinéma d'arts martiaux dans des cadres différents, comme Tsuer qui a fait avec le festin chinois, le concours de cuisine, qui est vraiment réglé comme un combat d'arts martiaux, et j'ai l'impression que c'est un peu ça. le Puis même, là, par exemple, cette espèce de parallèle entre les épées et le sexe masculin, qui est quand même assez courant dans le wuxiapian, là, c'est totalement revendiqué, quoi. C'est totalement revendiqué jusqu'à cette fausse bite en métal, effectivement, qui peut aussi devenir une arme. Enfin voilà, voilà. Mais c'est débilos. C'est complètement con. Ouais. C'est complètement con, c'est crapaud. Moi, alors oui. C'est débilos. T'as l'impression que c'est un peu du... Alors, dans la forme, les draps, tout ça, moi, je vois une espèce de Adrienne Lin sous méthamphétamine, enfin, bon, un truc. Par contre, il y a un truc qui m'a intéressé, mais bon, bien entendu, c'est pas... Ça aurait pu être mieux exploité, bien entendu. C'est la dimension fantastique, voilà. Ouais, il y a des trucs qui sont intéressants sur les transformations de genre. Donc, mais bon, c'est juste fait pour faire des scènes crapoteuses. Il y a une scène aussi où il y a une femme qui est réveillée, qui est transportée dans son sommeil hors de sa chambre. Voilà. Et cette scène-là est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y a des petites... Il y a des velléités. Ouais, il y a des petites incursions dans le gore aussi qui sont... Ouais, avec une femme coupée en... Enfin, voilà. Un corps de femme coupé en deux. Voilà, qui sont sympathiques. Voilà. Mais ça, voilà, on est quand même dans le domaine du plaisir coupable. Hein, quand même. Oui. Très coupable. Ouais, très Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Même le spectateur. Surtout. À noter quand même que je vois que tu as un beau DVD Blu-ray numéroté. Oui. Donc on peut saluer la pièce collector et puis le travail de Spectrum qui continue son travail sur le cinéma hongkongais, japonais aussi. Il y a bientôt, il ressort Shin Godzilla, donc il y a des belles choses japonais, il y a des belles choses. Qui va passer à l'Arvor, Shin Godzilla. Il y a la copie restaurée qui est passée hier à Lyon, donc de l'Enfer des Armes, et qui ressortira bientôt chez eux aussi. Voilà, l'Enfer des Armes. Version longue ou version courte? Version restaurée, c'est que la version courte. La version courte. Qui existe, mais en Blu-ray, il y aura les deux. C'est pas plus mal, moi. Ça c'est pas mal. Ça va plaire aux associations de défense des animaux. Ah oui, les amis des chats, c'est pas pour eux. Hein. Encore un film qui passe pas trop le test, qui passe pas plein de tests en fait. Qui je pense ne passe aucun test. Ouais, enfin, c'est une héroïne sacrément badass. Hein. Par contre, et une des meilleures méchantes du cinéma de Hong Kong. Ah ouais, elle est méchante. C'est une méchante, mais une méchante cool. Ah, on va le positionnement politique pour Erwan et les méchants pour Simon. C'est une méchante qui a de l'honneur quelque part. Les autres sont nuls. Voilà. Elle tue des golos et elle pose des bombes dans des cinémas, écoutez. Ouais, non, une méchante anarchiste, mais elle est bien, mais justement, c'est un méchant bien, une méchante bien. Voilà. On en reparlera. On aura l'occasion de faire notre émission Tsuyark de l'année. Notre émission annuelle pour reparler de trucs qui va aussi ressortir. Mais oui, Shanghai Blues après. Ouais, mais c'est super de Spectrum de montrer quand même de catégorie 3
qui sont Qui qu'on n'a avant, pas l'occasion de voir qui était si vu souvent. en VCD, en cachette dans les années 2000 par Erwan à Quimper. Alors, Non, moi j'avais jamais vu. Moi, ça n'a jamais été le côté Sex and Zen, c'est pas trop mon truc ça. Je sais bien que c'est crapoteux quoi. Il n'y a pas trop de zen en fait. non, Il y a beaucoup de sexe et pas donc trop de zen. Sex and Zen 2 qui vient de ressortir donc chez Spectrum Film. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande musique. merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Coup de cœur, moi ça va être Element of Crime, premier film de Lars von Trier, donc film expérimental complètement taré, mais qui permet de bien rentrer. On parlait de psyché humaine et de zone de gris un petit peu chez William Friedkin. Chez Lars von Trier, c'est un petit peu pareil, mais ici poussé avec les potards à 2000%, donc film noir orange. Orangé, on n'y comprend pas souvent grand-chose, mais c'est quand même putain de virtuose. Ah, il est fort. Hein. Ah ouais. Dans l'émission sur YouTube, sur la chaîne de Criterion, l'éditeur Criterion, il y a eu un épisode avec Udo Kier, là où ils vont dans le placard de Blu-ray Criterion où il peut choisir, et il évoque sa rencontre avec Von Trier, et il évoque ce choc qui a été pour lui Element of Crime. Ah ouais, tu te demandes comment avec si peu de moyens et avec où est-ce qu'il a chopé ses décors, comment il fait il y a des mouvements de caméra absolument dingues. C'est très surprenant. C'est actuellement sur la plateforme d'Arte. Il y a une mini rétro Lars von Trier sur Arte. Je vous encourage à aller voir. Donc, depuis sa 3e saison de L'Hôpital et ses fantômes, ne va probablement plus retourner parce qu'il a un stade de Parkinson assez avancé. Donc malheureusement, je pense pas que. Il y a Europa là dans Oui. Ça c'est trop bien Europa. Ah oui. Vous revoyez tout dans l'ordre de Lars von Trier. Il y a Europa, ça il y a vous requinque votre fond l'humanité. Manderley, il y a Dogville, Dancer in the Dark, il y a Dancer in the Dark Pilts. Oui, qui interdit aux moins de 18 ans. Donc il faut se connecter et checker son identité pour le voir. Bon bref. C'est quand même violent. Hein. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc Element of Crime, docteur. Très rapidement, ce sera un bouquin, moi tiens pour une fois, ce sera l'histoire secrète de Twin Peaks, un bouquin sorti par Mark Frost en 2016, juste avant la sortie de la 3e saison, qui revient sur toute l'histoire de Twin Peaks depuis l'époque de Lewis et Clark. Et voilà, et c'est assez rigolo à lire, voilà, c'est assez marrant de voir comment est-ce qu'il intercale l'histoire américaine avec les éléments de la mythologie Twin Peaks, c'est plutôt sympathique. Merci docteur Simon. Eh bien moi ce sera le film Les Maîtres de Luigi Zampa, réédité par un autre excellent éditeur de DVD Blu-ray, Le Chat qui fume. Très beau film avec Jennifer O'Neill qui interprète une institutrice qui est mutée un peu de force en Sicile dans les années 70 et qui s'oppose à la mentalité sur place et qui s'en prend plein la figure mais qui se laisse pas faire, et c'est ça qui est assez étonnant. Elle noue une relation avec un autre instituteur joué par Franco Nero qui se révèle être très lâche, ce qu'elle lui manque pas de lui faire comprendre en lui envoyant quelques phrases bien senties dans la figure, et ça montre, c'est un très très beau personnage féminin qui souffre mais qui se laisse pas abattre, et un film très étonnant sur cette Italie très profonde, rurale, très très glauque par certains aspects, mais qui est sauvé comme ça par ce personnage. Très bien, merci. Alors moi, ce sera 2 films. Il est enfin passé à la revoir ce week-end le film d'action indien avec la sur-mégastar Shah Rukh Khan, donc Jawan. 3 heures de bagarre, de narcissisme et d'égocentrisme hypertrophié absolu. Beaucoup de plaisir. Scénario évidemment totalement alambiqué comme d'habitude. De la grosse bagarre, des gros mecs qui font la baston, des chansons hyper cool, des zouzes trop chouettes, une suite annoncée. C'est hallucinant. J'en ai vu plusieurs des films avec Shah Rukh Khan quand même, mais je crois que même dans le cinéma indien et dans le cinéma mondial, il n'y a personne de aussi narcissique. Il joue le père et le fils, mais à la même époque. C'est incroyable. Le mec, il a quand même presque 60 balais. Tom Cruise à côté, c'est un touriste. Hein, Donc voilà, c'était hyper bien. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et sinon, je l'ai revu. Il est aussi d'ailleurs sur Arte en ce moment, en plein dans l'actualité. Donc Les Patriotes de Éric Rochant, son film d'espionnage de 1994, qui est hyper bien, qui est hyper chouette. Un très très beau film, probablement le meilleur film d'Éric Rochant et un très grand film d'espionnage. Un film de professionnel. Exactement. Ça aurait pu être un film friedkinien. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment donc, de Martin Scorsese. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Merci messieurs et à ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.